Madame, Monsieur, bonsoir. Programme de réduction des disparités territoriales et sociales sous la loupe de nos experts dans Question d'actu ce soir. Routes, écoles, centres de santé, désenclavement rural. Depuis près d'une décennie, des milliards de dirhams ont été investis pour réduire les disparités territoriales. Mais que disent vraiment les chiffres ? Eh bien, dans son dernier rapport annuel de la Cour des comptes, l'institution dresse un constat sans complaisance. Des avancées réelles, mais un impact encore inégal, une gouvernance fragmentée, une régionalisation qui peine encore à produire tous ses effets. Où en est la justice territoriale ? Les régions ont-elles réellement les moyens de leurs ambitions ? Comment passer d'une logique de dépense à une logique de performance ? Comment mesurer l'impact réel sur la vie des citoyens, l'emploi local et l'attractivité économique ? Et surtout, comment faire du territoire non plus un espace à corriger, mais un levier stratégique de croissance et de cohésion nationale ? Quand Sa Majesté le roi Mohamed VI parle d'un Maroc à deux vitesses, il ne parle pas d'un pays qui n'avance pas. Il parle d'un pays qui avance vite, mais pas partout et pas toujours ensemble. Séismes, inondations, sécheresse extrême, à chaque choc climatique ou tellurique, la même réalité refait surface. N'est-ce pas là la preuve que le développement reste inégalement pensé ? C'est le débat que nous ouvrons ce soir avec mes chers invités. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir l'économiste spécialiste des politiques territoriales de développement, Tariq Ardim. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Madame Ihsan, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de répondre à notre invitation et merci aussi à mon autre invité. Il est aussi économiste et expert en développement territorial, Othman Fahim. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avant de commencer, messieurs, je voudrais revenir avec vous sur certains chiffres, certaines données de ce programme de réduction des disparités territoriales et sociales lancé en 2017 suite aux hautes instructions royales et surtout aux orientations du discours du trône du 30 juillet 2015. Ce programme vise le désenclavement rural et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Il a été doté d'une enveloppe d'environ 50 milliards de dirhams. Ce qu'on apprend à travers ce rapport de la Cour des comptes, c'est que 94% de ce budget, de ces 50 milliards, ont été mobilisés, 98% engagés et 84% décaissés, soit 38 milliards de dirhams. Donc la mise en œuvre était prévue pour la période 2017-2023 et le financement est principalement du Fonds de développement rural ainsi que des conseils régionaux qui ont donc financé à hauteur de 40%. Il y a aussi l'INDH, 8%, et l'ONE, 5%. Voilà, après avoir rappelé ces chiffres importants, dans donc ce rapport, la Cour, messieurs, pointe un véritable décalage entre le volume d'investissement et l'impact réel. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse persistante, à Tariq Ardim, de la performance territoriale ? D'abord, je voudrais dire que ce programme de réduction des disparités territoriales est un programme très ambitieux, vous l'avez dit, avec une enveloppe budgétaire très conséquente. C'est un programme où les régions participent à hauteur de 40% dans le budget général de ce programme, de ce fonds. Et c'est un programme qui est normalement censé aller directement réduire les disparités sociales et territoriales, surtout les disparités en matière d'accès aux services publics de base, services de santé, les services, les routes également, une partie réservée pour les routes rurales. Une grande partie réservée pour les routes. L'essentiel a été réservé pour les routes. Exactement. Ils sont très budgétivores, on peut le comprendre. Oui, pratiquement dans toutes les régions. Oui. C'est-à-dire dans toutes les régions, la partie rurale était la plus importante, et surtout la partie accès aux services de base, c'est-à-dire les routes rurales, et puis l'accès aux services de base, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, l'électricité. Bien sûr, c'est un programme qui vient corriger ces disparités, parce qu'il y a déjà des programmes antécédents. Il faut savoir que c'est un processus aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place, et c'est un processus qui a donné certes des réponses très, très, très positives en matière de performance sociale, surtout pour les citoyens qui habitent loin des villes et des villes intermédiaires. Mais c'est un programme qui est très ambitieux en matière financière. Il reste
limitée côté gouvernance, en fait. Comment la gouvernance de ces projets se fait. C'est là où, en fait, je pense que le bas blesse. C'est la Cour des comptes qui souligne justement les problèmes de gouvernance et de pilotage. Et quand vous dites que 40% donc, de ce budget est financé à travers les conseils régionaux, où sont-ils dans la Commission nationale ? Ils ne sont pas représentés dans la Commission nationale. Exactement, c'est ce que le rapport fait face à cette question. Bien entendu, certes, le pilotage, normalement, les régions aujourd'hui sont des acteurs indispensables pour accompagner justement cette territorialisation de ces programmes. Là, c'est une erreur à corriger. Je pense qu'elle peut être rattrapable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout comment, en fait, c'est le lien qu'on peut avoir entre les objectifs que nous avons mesurés dans ces programmes, à travers les différents plans d'action, et puis les résultats réels, tangibles et la qualité, en fait, des projets mis en œuvre dans la réalité de ces territoires, la réalité quotidienne de ces territoires. Mmh. C'est cela qui m'inquiète aujourd'hui, la qualité des infrastructures qu'on va mettre en place, la qualité de lancement des marchés de ces routes, par exemple, la qualité de suivi, les modalités de suivi et d'entretien de ces programmes-là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Mmh. Mais en amont, il faut absolument faire attention à cette idée qu'on ne peut pas réussir un programme si on ne tient pas compte de la réussite de l'architecture institutionnelle, puisque le rapport dresse un bilan, encore une fois, dangereux sur cette normalisation de l'écart entre les discours, entre ce qui se dit, entre les moyens mis en place et les réalités de l'action territoriale dans le pays. Donc, ce qui expliquerait, selon vous, la faiblesse persistante de la performance territoriale, c'est une question de gouvernance, c'est une question de contrôle et de suivi. Exactement. Alors, de suivi, exactement. Oui, alors justement, et ça a été relevé dans ce rapport de la Cour des comptes, qui doit assumer aujourd'hui la responsabilité politique et opérationnelle du développement territorial sur la base de ce qu'on vient de dire, Athmane Fahim? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour des comptes est érigée en fait pas seulement en tant que contrôleur, on va dire a posteriori de tous ces programmes et de tous ces projets, mais elle se positionne plus dans une logique où on va revenir en fait analyser en profondeur et de manière purement qualitative, et vous le rappeliez tout tantôt sur la question justement de qui pilote. Et en fait, finalement, la Cour va être, si vous voulez, un acteur de pilotage de ces différents programmes et ces différentes réformes. Maintenant, le bas blesse, pas forcément. À l'époque, il y avait ce sujet de la question de la régularité comptable, où vont les fonds, etc. Aujourd'hui, c'est pas tellement un sujet aujourd'hui, parce que on a mis en place les mécanismes de contrôle, on a mis en place un certain nombre d'outils budgétaires. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de se poser la question, aujourd'hui on a un programme, on a un budget donné, mais quel impact réel justement sur le territoire ? Et c'est là finalement, quand vous parlez de responsabilité, quand on prend un vaste programme comme le PRDTS, vous allez constater qu'il y a des parties prenantes à la fois au niveau national et au niveau régional pour la déclinaison en particulier des différents projets inscrits. Quand on regarde de manière purement opérationnelle, on va constater que ces PRDTS ou ces différents projets inscrits sont mentionnés dans les programmes de développement régionaux. Et donc, du coup, il y a une ventilation de ces projets-là dans le cadre des programmes régionaux. Et parfois même, on peut faire appel aux communes pour cofinancer certains projets éventuellement. Mais là, pour le PRDTS, peut-être qu'il faut recadrer un peu, vous le rappeliez, c'est vrai que ça a ciblé initialement le désenclavement des zones rurales dans un premier temps et des zones montagneuses. Et ces deux espaces, on va dire, territoriaux, c'est ceux qui sont mis à mal aujourd'hui et c'est ceux qu'on retrouve généralement quand il y a, comme vous le disiez, soit catastrophe naturelle, soit inondation, soit, ça a été le cas par exemple durant la catastrophe de l'Haouz, où ça a retiré le voile justement sur ce déficit à la fois, comme disait Tariq tantôt, d'infrastructures de base qui n'apparaît pas. Et donc, si vous
rapidement, si je dois répondre à votre question, la responsabilité, c'est la responsabilité des collectivités concernées. Et principalement. Élus et collectivités territoriales. Donc, Élus, oui, parce que dans le processus en fait, de mise en place de la planification, que ce soit au niveau communal, local ou même régional, vous allez constater qu'il y a une nécessité de définir la priorisation des besoins, et notamment en termes d'équipement et d'infrastructures de base. Donc là, vraiment, il y a un impératif. Maintenant, a posteriori, se pose la question, bien sûr, du financement. Oui. Je ne dis pas que toutes les communes ou tous les conseils régionaux disposent des fonds nécessaires pour pouvoir répondre à ces multiples déficits, mais la responsabilité émane ou commence par là. Ensuite, il y a tout un travail qui vient a posteriori, de plaidoirie, de recherche de financement alternatif et de suivi plus rigoureux, peut-être qu'on va revenir dessus, sur la question du pilotage. Effectivement, c'est là où le bas blesse. On va constater que, par exemple, même pour le PRDTS, qui était un programme national assez suivi, très médiatisé et même, je dirais, qui regroupe un certain nombre justement d'acteurs institutionnels, quand on analyse la baseline qui a permis justement de construire justement ce programme, elle est assez faible. C'est-à-dire sur le diagnostic ? Est-ce que le diagnostic n'a pas été… Bien avant le diagnostic initial, avant la mise en place du programme. Pour mettre en place le programme. Effectivement, je parle de ça. Et donc c'est ça qui pose un peu… C'est parce que vous pensez que le diagnostic a surtout été… quantitatif plus que qualitatif. Parce que c'est là où la nuance, elle peut faire défaut. C'est-à-dire parce que quand on voit même les objectifs qui ont été mis en place, ils ont été atteints, que ce soit en termes de budget décaissé. C'est clair que oui, bien sûr. Absolument. Mais après, est-ce qu'on fait aussi le diagnostic sur la qualité de vie des citoyens ? Déjà, il y a un élément de réponse, c'est que le PRDTS, comme disait Tariq, il vient pour corriger les déficits existants. Exact. Il n'a pas vocation à gérer toutes les problématiques territoriales justement de ces collectivités. Donc du coup, même si on a envie de mettre en place une baseline initiale, donc un diagnostic détaillé avec les besoins, on ne va pas répondre à l'ensemble des exigences ou des attentes de nos citoyens territoriaux, quel que soit leur espace de vie. Et donc du coup, l'idée, en fait, qui est posée, c'est plus de se dire, aujourd'hui, mis à part les aspects purement quantitatifs de décaissement, etc., de régularité comptable, etc., qu'est-ce qui a vraiment changé en termes d'indicateurs sociaux, en termes d'indicateurs économiques? Quels sont ces indicateurs? Quels sont les critères de diagnostic, justement, sur le… Vous le disiez tantôt, vous parliez justement de la contribution de l'INDH, par exemple. Il y a certains volets qui sont suffisamment analysés, mais qui ne sont pas suivis. Là, je fais référence notamment à la prévoyance sociale, à l'employabilité, même à un niveau, je dirais même infracommunal, et bien sûr aux questions justement d'équipement de base. Aujourd'hui, on n'a pas un référentiel détaillé des équipements de base ou si vous voulez un schéma ou un modèle d'équipement de base minimal à atteindre par espace ou par commune, je dirais même. Et donc du coup, étant donné qu'on n'a pas ce niveau minimal qui devrait, je dirais même, être contraignant, et on pourra revenir dessus justement quand on parle de programme, etc., il n'y a pas une réelle contrainte derrière. On peut parler de réédition, on peut parler des comptes, etc., mais ça a un volet plus budgétaire qu'autre chose. Mais quand on parle de programme prévisionnel ou autre, la question de la contrainte n'est pas une exigence. En fait, est-ce que c'est une question, oui, Tariq Khartim, c'est une question de contrainte ou de performance? C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle. Je posais la question au tout début et je pense que le Maroc est déjà engagé sur cette voie, celle de la performance. On le voit aussi ne serait-ce que dans les entreprises et établissements publics. Aujourd'hui, ils sont tenus à produire des résultats concrets. Alors, est-ce que c'est applicable dans ce genre de programme à caractère social? Et je réitère ma question, peut-être je la reformule. Qu'est-ce qui définit aujourd'hui un programme de développement territorial réellement réussi au Maroc? Écoute, moi je pense que c'est difficile de parler de programme réussi.
C'est peut-être le processus qu'il faut réussir, déjà. Oui, mais là, on parle de milliards de dirhams. Il faut qu'il y ait un minimum de réussite quand même. Sur les objectifs, bien entendu, il faut qu'il y ait des objectifs mesurables pour qu'on puisse arriver à des indicateurs territoriaux. C'est quoi? Les indicateurs territoriaux, objectifs mesurables on les a quand on pas. parle de bien-être? On les a pas dans les indicateurs. Quand on parle de qualité de vie, quels sont les critères qui sont pris en considération? Parce que quand on voit quand même, les chiffres sont parlants. 22 000 km de routes non classées, ça c'est les objectifs quantitatifs initiaux. 8 000 km de routes classées réhabilitées, 4 503 projets scolaires. C'est beaucoup en termes de chiffres, de quantité. Oui, mais c'est-à-dire le chiffre ne permet pas réellement de communiquer sur la réalité du vécu du territoire. Ouais, qu'est-ce qui permet de... Juste le chiffre, il aide, certes. Statistiquement, il aide. Mais n'oubliez pas que le rapport de la Cour des comptes, il dresse un constat alarmant sur le processus de régionalisation, quand il parle de la contractualisation État-région. Quand le président de la Cour des comptes décrypte ça en disant qu'entre 2020 et 2022, on n'a réalisé que 9% de ces contrats-programmes. Et aucun contrat-programme n'a été lancé entre 2022 jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même surprenant, parce qu'en fait, c'est sur cette base-là. Les PRDTS, il s'est mis en place en 2017 sur la base de la contractualisation entre l'État entre l'État, notamment le ministère de l'Agriculture et les autres intervenants institutionnels, et les régions, quand même, qui participent à 40%. Donc, moi, j'interpelle les processus aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui renverser conceptuellement ce qu'on est exactement, de quoi exactement on est en train de parler. Vous avez dit, vous avez souligné la question des indicateurs de développement territorial. Le rapport, il revient sur ça, en disant que sur les diagnostics, on n'a pas des KPI, justement, qui permettent de mesurer exactement le besoin au niveau territorial. C'est-à-dire, pour chaque commune, chaque cercle, puisqu'on s'intéresse au cercle depuis le nouveau modèle de développement, c'est sur quelle base on va alors, mais c'est le rôle des collectivités territoriales. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on établit un cahier des charges, ou en tout cas des besoins qu'on fait remonter pour que les politiques publiques puissent répondre à ces besoins locaux, territoriaux. Oui, ça marche en théorie. Qui oblige les collectivités territoriales à faire ces KPI Qui décide des priorités entre l'État, les régions et les collectivités territoriales? Chacun à son niveau. Bien entendu, sur les compétences, mais c'est l'État qui forme les territoires. Encore une fois, la contractualisation, on est dans la deuxième phase. On vient de commencer la contractualisation, c'est récent. C'est vraiment récent. Donc c'est difficile de dire que, voilà, on a des indicateurs. Certes, il y a un effort qui a été fait, notamment dans certaines institutions. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, il travaille sur certains... Il y a certains indicateurs qui sont en train d'être testés, parce qu'on ne peut pas facilement venir et tester un indicateur, celui d'attractivité par exemple, celui de compétitivité interterritoriale, ou demain on parlera des indicateurs de base sur lesquels aujourd'hui le HCP et l'ONDH ont travaillé également. La Cour recommande qu'il y ait davantage d'implication du HCP en tant qu'institution. Et de l'Observatoire national de développement humain et du rôle également des experts dans la mise en œuvre de ces indicateurs. Cette semaine, tout à l'heure, il a souligné, c'est qu'on n'a pas un référentiel national qui nous permettra de souligner quels sont les indicateurs, les principaux indicateurs qui permettent de mesurer d'une manière explicite les besoins au niveau de chaque territoire. On n'a pas ça. Vous avez dit le rôle des collectivités territoriales. Oui, mais par rapport à quoi ? La société civile. Là, c'est un autre débat. Oui. Mais pourquoi elle va faire ça ? Est-ce que c'est elle qui doit faire ça ? Elle doit remonter l'information. Nous avons un autre problème aussi qui s'ajoute à cette question. C'est le système d'information. Nous n'avons pas développé les métiers de veille territoriale. Le système d'information territoriale au Maroc, on n'a pas. Le HCP a commencé à faire ça dans le dernier recensement. Mais on n'a pas encore au niveau national un référentiel national qui permet de dire quels sont les indicateurs territoriaux qui nous permettent de remonter l'information au niveau territorial. J'aimerais bien comprendre. Je suis entourée d'experts et de spécialistes de développement territorial. Quels sont ces critères ? Est-ce qu'on mesure quoi ? Le bonheur, le bien-être ? Qu'est-ce qu'on mesure dans ces critères ? Quels sont ces critères ? Ça dépend de l'angle d'analyse qu'on a envie de traiter. Si on parle exclusivement, allez, on va dire, attractivité territoriale, on a deux gros volets principaux. C'est les indicateurs liés à la connectivité. Et donc là, effectivement, le PRDTS joue un rôle essentiel parce qu'il fait un focus
exclusivement sur le désenclavement des territoires. Oui. Maintenant, si on a envie de toucher le citoyen lambda, là, est-ce on que le est sur une désenclavement échelle... est uniquement routier Non, là, quand je parle de désenclavement connectivité, de là, je manière parle de générale. route, autoroute, ça peut être... École, santé, dispensaire, hôpital, notamment, etc. ça, on est dans une logique beaucoup plus proximité. Et là, il y a un sujet. Pourquoi? Parce que c'est l'impact qui est touché généralement de manière assez réelle et directe par le citoyen. Mais quand il s'agit justement de services publics de proximité ou d'équipements de base, là, la responsabilité, elle descend à une échelle locale et il s'agit justement du travail de la commune. Et là, on ne peut pas venir dire « Oh, pourquoi le PRDTS n'a pas fait son travail ?» Non, il ne s'agit pas de ça. Et donc, du coup, le vrai questionnement, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que déjà, les communes, ou bien toutes les communes, sont dotées des budgets minimums pour pouvoir répondre aux équipements de base, aux services de proximité, parce que c'est eux qui impactent d'un premier ordre, on va dire, le citoyen. Et là, il s'agit uniquement de social. Là. Il ne s'agit pas ou de bien-être dans une certaine mesure. On pourra revenir dessus sur un volet beaucoup plus économique, où là, il s'agira de revenus. Et donc là, on est dans une logique de comment on fait pour que le territoire soit suffisamment attractif pour pouvoir permettre la promotion de l'emploi notamment, et pouvoir créer justement des emplois et des revenus. Et là, il ne s'agit plus de la mission de la commune, encore, enfin, dans une certaine mesure de la région, oui, parce qu'elle a une compétence effectivement dans ce sens. Mais on va voir du coup d'autres institutionnels qui, et là je fais référence notamment aux centres régionaux d'investissement, bien sûr, qui sont censés redynamiser en fait le tissu entrepreneurial, toutes catégories confondues, donc pas forcément les entreprises, mais ça peut être aussi les coopératives aussi par ailleurs. Et leur ministère de tutelle, donc le ministère du tourisme, de l'artisanat et de l'ESS. L'économie sociale et solidaire, et de se dire aussi où est cette économie sociale et solidaire dans le programme de ce gouvernement. Parce que depuis 4 ans, on ne peut pas dire que ce sont les initiatives qui ont été multipliées. Ça, c'est un constat factuel. Oui. Okay. Nous y reviendrons. D'accord. Sur le volet création de richesse dans les territoires. Parce que là, déjà, on parle des infrastructures parce que c'est la base et les prérequis pour peut-être penser aussi à la création de valeur et à la création de. C'est ça. Je vais prendre juste 2 exemples assez typiques et qui montrent, on va dire, comment justement un territoire s'est vraiment développé. Je prends toujours l'exemple de Tanger-Téton-le-Russima, qui lui, en moins d'une quinzaine d'années, on a eu un boom à la fois de population, de croissance économique, mais aussi de création d'emplois. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les régions vont pouvoir bénéficier d'une telle dynamique. Sur le volet, peut-être le deuxième exemple que je trouve lui aussi d'une certaine manière différent du premier, c'est le développement justement de nos provinces du Sud. Et là, c'est la manne financière en termes d'investissement public qui a été engagée massivement sur un délai très court, qui a permis justement pour que ces provinces du Sud puissent se développer suffisamment, ou du moins rapidement, pour mettre en place, ce que je disais, les équipements de base et les infrastructures nécessaires pour permettre justement le désenclavement. On imaginait très mal à l'époque faire, je ne sais pas, Guelmim Dakhla en voiture. C'était le parcours du combattant. Maintenant, beaucoup de personnes le font, moi par ailleurs. Ça vous permet en fait de revoir comment en fait on redessine les espaces à la fois projets, mais aussi les espaces territoriaux sur tous les volets, social, économique, attractivité. Et pour la question peut-être on va revenir toujours sur la question de la responsabilité, il faut être intransigeant là-dessus, c'est que quand vous regardez les programmes, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau local, ce sont des programmes
type électoral. C'est-à-dire que finalement, on met une batterie de projets, on vend une batterie de projets sur un espace de temps limité, donc 5 ans, et on espère justement atteindre et réaliser l'ensemble des promesses qui ont été engagées initialement. Quand on regarde l'ensemble de ces projets et qu'on regarde leur réalisation effective, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la logique d'application ou la mise en place de ces plans d'action ou de ces programmes de développement est tellement irréaliste par rapport justement au terrain qu'on se dit même si demain on a une manne financière suffisante, il est possible de ne pas atteindre justement la réalisation de ces projets-là. Par exemple, 1 million d'emplois sur un mandat. Par exemple. Si on prenait, parce que c'est ce genre de programme, on ne parle pas de ce genre de programme de développement. Là, à la rigueur, on est déjà entré dans l'impact. Mais oui, moi, je parle exclusivement. C'est quand même le chiffre qui interpelle. C'est ce million d'emplois promis. Le million d'emplois, on ne peut pas le tirer déjà des territoires uniquement, c'est clair que non. Pas forcément. C'est une politique à mettre en place. Si je dis par exemple aujourd'hui, on va bientôt finaliser le projet Nador Westmed par exemple, est-ce que ce projet va avoir la même dynamique et va pouvoir justement créer autant d'emplois que Tangemed par exemple? C'est une discussion qu'on... Mais elle peut être vérifiée comme elle peut ne pas l'être sur le terrain au moment où déjà de la livraison des travaux et de l'attractivité du territoire économiquement, je dis. L'attractivité du territoire économiquement, il faut-il le rappeler, elle a été bouleversée, révolutionnée avec l'arrivée d'un grand player de l'automobile dans cette zone-là, après la réalisation Tangemed. C'est-à-dire, c'est Renault qui a drivé un peu cette dynamique, qui a accompagné l'essor industriel dans cette région. Mais malheureusement, les modèles d'affaires tels que Renault ou PSA, Kenitra ou autres, c'est pas du tout cuit. C'est-à-dire que demain, même Renault est en capacité de voir ailleurs ou de changer de position. C'est-à-dire que c'est des modèles d'affaires qui sont viables pendant, allez, on va dire 10, 15, 20 ans. Maintenant, comment un territoire comme le nôtre arrive à bénéficier en termes de création d'emplois, ça c'est quasiment immédiat, mais aussi de transformation industrielle. Et vous allez voir par ailleurs que énormément justement de clusters et de groupements de petites entreprises qui travaillent justement dans les divers secteurs avoisinants ont permis justement de pouvoir créer à la fois de l'emploi mais aussi de la croissance. D'où ce taux d'intégration et c'est important. Notamment. Il ne faut pas que des locomotives, il faut les wagons aussi. Mais si ce niveau de transformation justement ne suit pas, finalement on va bénéficier à terme certes de cette envolée, mais in fine on ne va pas pouvoir atteindre justement les objectifs ou les indicateurs stables à la fois socio-économiques de manière générale. Mais du coup, cette affaire de l'emploi est une affaire nationale. Bien sûr, bien sûr. Et le territoire est le réceptacle de tout ce que fait la politique nationale en matière d'emploi. De l'État. De l'État, bien entendu. Oui. Et non pas des territoires. Non. Pour être très... Exact. Très sérieux par rapport à ça. À mon avis, il y a deux scénarios. La queue, parce que c'est l'État, mais en fait, c'est les territoires. En fait, c'est le réceptacle, mais aussi c'est le besoin vient des territoires. Oui, donc c'est une boucle. C'est-à-dire le territoire a besoin d'emplois, l'État est responsable de créer des emplois pour le territoire. Et donc là, on est... Mais notre politique... Est-ce qu'il y a une fluidité entre ça? On n'a pas une politique territoriale de l'emploi. Le dernier document qu'on a mis en place... On n'a pas de politique territoriale de l'emploi. On a deux scénarios. Deux scénarios. Le premier scénario, c'est que l'État continue à former les territoires de manière à ce qu'on puisse arriver petit à petit à leur donner les compétences nécessaires pour qu'ils puissent accompagner les stratégies de l'emploi au niveau territorial. Formation. Voilà. Deuxième scénario, c'est qu'on renverse la conception des lois et des lois, surtout avec le projet d'autonomie, on renverse complètement la donne et on donnera aux territoires cette possibilité de créer leur propre politique de l'emploi. Chaque territoire pourrait créer sa propre politique de l'emploi. Ou la régionalisation de l'emploi. Oui. Il faut déjà que la régionalisation prenne aujourd'hui. Oui. Quelles sont les failles? La fois dernière, on avait discuté de la question de la région de l'Oriental. Oui. Lorsque je disais qu'actuellement, il y a c'est pas moi qui dis ça, c'est le HCP, 10 000 entreprises que nous avons à peu près dans l'Oriental.
Est-ce que c'est avec 10 000 entreprises qu'on pourrait démarrer le chantier de l'emploi dans l'oriental et on va faire face à un taux de chômage pratiquement le plus élevé de 20% avec celui de la Draat Safilat. Mais là, Draat Safilat n'a pas Nador Westmed. Bien entendu, mais il a Ouzazaz quand même. Il a d'autres projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais pas de l'ampleur, je veux dire. Et on devrait penser à un projet de l'ampleur de Nador Westmed. Avec le projet. Avec un projet Nord, mais où est l'écosystème industriel qui accompagne les centrales solaires? Mais c'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale et n'est pas territoriale. Parce qu'aujourd'hui, les territoires, quand je dis les territoires, c'est les collectivités territoriales, bien sûr. Ils interviennent dans la limite de leurs compétences propres. Oui. Bien sûr. Et au-delà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question des PDR. Vous faites bien de le rappeler. Des PDR. Vous savez que programmes de développement pratiquement les derniers PDR qui ont été homologués par le ministère de l'Intérieur, ils étaient homologués en 2023. 2 ans après le mandat électoral. Il restait combien même 2 ans et demi pour la fin des mandats, un peu plus. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un problème des temporalités. Il y a une désynchronisation des temporalités. C'est-à-dire, expliquez-nous. Comment? Parce qu'il y a une fragilité. On parle aussi, la Cour des comptes évoque une certaine fragilité dans la synergie entre les différents acteurs. Oui, il a souligné, la Cour des comptes a souligné la question de la convergence de ces différents documents. Parce que nous avons des stratégies nationales devant des documents politiques qui sont accompagnés en fonction des vœux des électeurs et en fonction des vœux des politiques, des mandats. Et vous avez des politiques sectorielles aussi, et qui encore traînent à trouver des échos auprès des territoires, il faut le dire très sincèrement, notamment en matière de l'investissement, en matière d'industrie, en matière de tourisme. Donc comment en fait mettre en synchronisation toutes ces temporalités? Un document PDR de 7 ans, à peine 23, on a homologué les derniers, avec des programmes, avec des plans d'action qui ne peuvent pas être réalisés même au-delà de 5 ans. Vous avez des plans sectoriels qui suivent qui suivent une temporalité très arithmétique en fonction des budgets de chaque ministère, des cycles budgétaires de chaque ministère. Donc comment mettre en symbiose tout ça? Il y a un effort qui a été fait par le ministère chargé de l'investissement et de la convergence des politiques publiques. Et on n'a pas réussi. Et évaluation. Voilà, et encore évaluation. Alors on est loin de l'évaluation. Comment réussir en fait toute cette synchronisation? Nous avons besoin d'un schéma national de cohérence territoriale, c'est-à-dire un schéma national de cohérence territoriale qui permet de dire voici nos priorités, voici le budget alloué à chaque priorité. Et en fonction de ces priorités-là, on pourrait commencer à travailler avec les territoires. Mais qui décide ces priorités? Les grands projets, c'est l'État. On l'a déjà dit. Les grands projets, au niveau national, même qui sont territoriaux, Nord-Ouest et les autres, c'est l'État. Oui. Mais les autres projets aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un projet? Quels sont ces autres projets? Pour avoir une idée beaucoup plus pragmatique et concrète. Vous avez les projets structurants. Non, et vous avez... quels sont les projets qui devraient être sous la responsabilité des collectivités territoriales? C'est des projets qui ont été élaborés dans le cadre de leur programme, c'est-à-dire les PDR, dans les PDR, les programmes présentés dans les PAC, certains projets dans les PAC, avec les partenariats des différentes institutions. En sachant que les commissions ne font pas, que les collectivités territoriales ne font pas partie des commissions. Ça, c'est au niveau national, oui, avec les grands projets. Raison de plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous avons donné suffisamment de moyens humains et financiers nécessaires, bien que la DGCT a augmenté la part dédiée dernièrement aux collectivités territoriales, est-ce que nous avons donné les moyens surtout humains? Et ça, c'est le projet de la déconcentration. Déconcentration. Qui est toujours actuellement... Humain et financier. Est-ce que la déconcentration est factuellement aujourd'hui efficiente sur le terrain, que ce soit sur les ressources humaines ou les ressources financières? Oui, mais d'ailleurs, le rapport, il le dit. Il dit qu'on n'a même pas atteint les 32%, je pense, de la mise en œuvre de la charte. Ça, c'est une réelle problématique aujourd'hui de la régionalisation. On ne peut pas aujourd'hui... Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de régionalisation si on ne réussit pas déjà la décentralisation? Et qu'est-ce qui manque pour réussir la décentralisation? La déconcentration. La charte de déconcentration. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout mis sur la décentralisation sans déconcentration. Qu'est-ce que c'est que cette déconcentration? Voilà, j'ai fait une erreur. Je voulais parler de déconcentration. Déconcentration, oui, c'est ça. Premier principe pour réussir la déconcentration, c'est qu'aujourd'hui,
il y avait une charte qui a été mise en place il y a 3 ans, au début du mandat, je pense 2022. Depuis 3 ans, on est resté. C'est-à-dire que les ministères n'ont pas pris ça au sérieux, pour le dire très sincèrement. Quel ministère? Différents ministères. Les différents ministères. À part le ministère de la Justice, je pense qu'il y a un effort qui a été fait dans ce sens pour essayer de déconcentrer le maximum de moyens humains avec des budgets nécessaires. Mais les autres, il y a encore un grand travail encore à faire. Et un travail important qui a en fait en partie limité ou freiné la mise en œuvre de plusieurs projets de territoire au niveau régional. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui peut-être n'est pas facilement mesurable, mais dans les faits, il est réel. On le voit dans le territoire. On le voit dans les territoires. Lorsque vous êtes dans une région comme Draâza Filat, par exemple, et que vous avez le point focal de la région, ou bien la capitale de la région, c'est Rachidia, que vous avez à régler des papiers administratifs et que vous habitez à Ouarzazate, il vous faut une journée pour arriver à Rachidia. Pareil dans les autres régions, surtout montagneuses et oisiennes, qui sont loin de la capitale. C'est dans les faits qu'on pourrait voir ça. C'est-à-dire que les chiffres, ils permettent en fait de mesurer d'une manière beaucoup plus instantanée les limites de cette action territoriale. Mais dans les faits, quand vous êtes dans les territoires, on se rend compte que l'affaire est beaucoup plus grande et qu'il faut... C'est-à-dire que ces documents-là, finalement, que ces documents-là stratégiques, finalement, ne se sont pas mis en place pour repenser la politique de transformation territoriale au niveau national. Ils sont restés des documents d'alignement stratégique au niveau national. Et c'est ça où on s'est rendu compte. Nous, on avait cru, nos spécialistes avaient cru, que ces documents-là vont permettre de repenser l'architecture institutionnelle au niveau de chaque territoire. Or, les faits n'ont pas suivi. Parce que la loi doit aussi évoluer. Je ne remets pas en cause le rôle que jouent les collectivités territoriales. Je remets en cause les lois aussi. Le législateur, il doit aussi repenser les différentes lois des collectivités territoriales, repenser les différents décrets qui permettent de mettre en œuvre les différents programmes, notamment les PRDTS, et les autres programmes, d'ailleurs, le PDTI, le dernier programme de développement territorial intégré également, parce qu'il s'ajoute aussi à tous ces programmes. Donc, on ne peut pas mettre tout sur le dos des collectivités territoriales. Non, d'autant plus que chaque département a son propre agenda, ses propres objectifs, de mandat aussi. Oui. Est-ce qu'on voit un ministère qui va tout déléguer à la région ou au territoire? Du coup, il va se sentir un peu... On l'a fait. Pas tout, mais on l'a fait d'une manière progressive. Il y a un principe très important dans la régionalisation, celui de la progressivité. Le principe qui permet en fait de faire ça d'une manière progressive dans le temps lent de la conception de ces projets territoriaux. Or, pas tout le monde se met à préparer la crêpe. Et ça fait partie de l'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est le rôle aussi de notre Parlement pour tirer la sonnette d'alarme sur ça. Alors là, sur l'affaire de l'évaluation, il y a des choses à dire, je pense. On pourrait dire des choses sur ça. Parlons de l'évaluation avant de clôturer avec les recommandations. Notamment, on va commenter quelques-unes des recommandations principales de la Cour des comptes. On en a déjà parlé, dont cette connaissance fine des besoins territoriaux, la cohérence des programmations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'alignement des programmes avec les priorités nationales et régionales, n'est-ce pas, Tariq Hardim? Oui. Et aussi, suivi, évaluation rigoureux. Alors... On est face aujourd'hui, le diagnostic, il est là. Absolument. Peut-être revenir sur la question de la déclinaison des politiques. Je pense que c'est vraiment ça le vrai sujet. On a tendance à dire, et d'ailleurs ça n'a pas été relevé que par la Cour des comptes, ça a été relevé aussi par le CESE dans son dernier rapport sur les dysfonctionnements liés, institutionnels liés justement à la régionalisation avancée. Où il explique clairement qu'il y a justement un dysfonctionnement entre les différentes institutions, et là il fait référence notamment entre collectivités, donc différents niveaux de collectivités, mais aussi entre État-région. Le vrai sujet déjà, c'est que sur les politiques par exemple sectorielles, les stratégies nationales ne sont pas déclinées au niveau local. Et donc déjà il y a déjà un problème. On ne peut pas venir responsabiliser une collectivité alors que, si vous voulez, le détail de la stratégie nationale telle qu'elle est envisagée par un département ministériel
n'est pas décliné à une échelle locale. Et donc du coup, ici, vous allez me dire, oui, mais on a les services déconcentrés, il y a des échanges d'informations, il y a concertation éventuellement, mais ça reste très minime, et même en termes de contribution, c'est-à-dire de projets dans le cadre justement des documents inscrits, que ce soit commune ou autre collectivité, vous allez voir que le diagnostic finalement, on ne fait que piocher ce qui nous paraît le plus réalisable. Et donc du coup, il y a cette logique de priorisation de projet, mais vous allez avoir finalement en fait, comment on qualifie un peu, que ce soit les PDR ou même les PAC, on les qualifie comme une banque de projets. Et donc du coup, si on a la capacité financière de pouvoir y répondre, c'est une bonne chose. Si on n'a pas la capacité d'y répondre, eh ben, on attend soit en cours de mandat qu'un budget exceptionnel nous tombe dessus, soit on dépriorise par exemple à mi-parcours, et on se focalise justement sur des projets qu'on peut éventuellement réaliser durant la période qui nous reste, c'est-à-dire 2 ans et demi. Ici s'ajoute le problème qu'a relevé Tarek, c'est-à-dire la question du visa. Il y a un retard entre le moment où le mandat politique débute et le visa pour l'ensemble des projets qui sont inscrits dans les différents programmes de développement. Ce décalage, on peut le résorber sur la première année du mandat antérieur, oui certes, mais pour le reste, non. Et donc du coup, c'est là où le bas blesse. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on a envie d'exécuter les différents projets inscrits, on constate qu'on n'a que la moitié du temps pour pouvoir les réaliser. Maintenant, si je reviens sur la logique purement et la distinction entre politique sectorielle et programmes régionaux, quand vous regardez les documents qui suivent, qui accompagnent le projet de loi de finances, vous allez constater que le seul document qui est plus ou moins palpable d'une certaine manière et qui identifie plus ou moins l'investissement public au niveau des régions, c'est le document sur la répartition de l'investissement public au niveau régional. C'est là où s'arrête l'analyse des stratégies nationales au niveau collectivité. Oui. Et donc du coup, comment vous voulez penser ou imaginer plus d'autonomie et plus d'implication de nos collectivités sur les différents secteurs d'activité si cette stratégie nationale n'est pas déclinée? Ce n'est pas possible. Et c'est d'autant moins possible que quand il s'agit de mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation sur les deux volets, là, sur le volet quantitatif, et là je fais référence à l'exécution, le taux de décaissement, etc., le taux d'exécution physique et le taux d'exécution financier, mais du côté qualitatif, et là on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire par catégorie. Est-ce qu'il s'agit d'un bloc lié exclusivement aux services publics de proximité, dans un second bloc où il s'agit exclusivement de détailler en fait les indicateurs liés à la connectivité et à l'attractivité, dans un troisième bloc, pareil, la question justement mais qui est responsable de ce dispositif de suivi, d'évaluation périodique? Parce qu'on ne va pas attendre que le programme touche à sa fin pour l'évaluer. Chaque institutionnel a cette responsabilité. Je donne l'exemple le plus simple, et je pense que c'est un exemple qui est assez bien réussi, c'est l'initiative nationale de développement humain. Et là, vous allez voir que depuis la création de cette initiative jusqu'à aujourd'hui, les chiffres sont annuellement présentés. Ventilés sur les différents segments et jalons d'intervention. Et quelque part... c'est un exemple de gouvernance, l'INDH. Oui, bien sûr. Et je trouve quand même que... Je ne dis pas que ça va apporter la solution à tous nos problèmes, mais les PDTI peuvent éventuellement apporter un élément de réponse. Pourquoi ? Parce qu'on ne sera plus dans une logique régionale, mais on sera dans une logique infra. Et donc là, au niveau des préfectures et des provinces, la proximité qu'on peut avoir, et on le voit généralement même dans l'exécution, la proximité qu'on a par exemple entre préfecture et province et les communes,
est beaucoup plus importante qu'entre un conseil régional et une commune. Et donc, du coup, pourquoi? Déjà, en termes de projets cofinancés, il y en a un certain nombre. Et donc, du coup, il y a déjà cet exercice qui est, on va dire, quotidien, exercé depuis un certain nombre notamment dans les 2 derniers programmes passés. Mais vous allez constater aussi que l'implication sur le terrain est beaucoup plus priorisée et avantagée au niveau préfecture-province qu'au niveau région. Pourquoi? Parce que, comme disait Tarek, quand on est au niveau régional, on se concentre principalement sur les projets structurants plus que sur l'impact recherché sur tous les indicateurs confondus auprès du citoyen. C'est ça. Alors, on va finir peut-être par les recommandations de Je voudrais juste ajouter quelque chose. Bien sûr, très rapidement. Dans les documents des politiques, les PAC, les plans d'action communaux, si vous prenez les PAC, les 2 derniers mandats, et vous allez chercher dans le document des politiques, à la fin, la partie suivi-évaluation. La partie chapitre suivi-évaluation. Vous allez trouver la page vide. Donc pratiquement, je vais dire, tous les PAC, pratiquement, j'exagère peut-être, mais pratiquement, peut-être que la partie suivi-évaluation, elle se fait que pour certaines communes où il y a un peu d'effort, un peu d'intelligence territoriale, un peu d'intelligence collective, on a pensé à ça. Même lorsque le document il est fait par la commune. C'est-à-dire que c'est quand même, il faut prendre ça très au sérieux, parce qu'un document comme le PAC, peut-être ce sont des documents qui sont quand même... c'est une référence. Ce sont des références de l'action publique territoriale. Or, on se rend compte qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une culture du suivi de l'évaluation de certains projets, même au niveau communal. Alors, vous imaginez qu'au niveau communal, c'est beaucoup plus facile de le faire, même surtout pour les villes. Aujourd'hui, vous savez, pratiquement les grandes villes, ils sont comptés au nombre de doigts. Mais les villes, les petites villes, les villes intermédiaires sont les plus importantes dans la hiérarchie urbaine, dans l'armature urbaine et rurale du Maroc. Recommandation à Tarek Khartim. Ça, c'est recommandation pour en plus des recommandations dont j'ai parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, quelles sont les prochaines étapes, selon vous, pour vraiment changer la donne? Parce que tout à l'heure, vous parliez de changement d'approche total, c'est-à-dire, mais par où il faut commencer selon vous, en tant qu'expert et spécialiste des politiques territoriales de développement? Je pense d'abord qu'il faut, premier aspect, c'est qu'il faut changer par la loi. Vous savez, nous sommes... Donc le législatif. Nous sommes devant nous avons une priorité au niveau national, le plan d'autonomie nationale. Donc devant ça, nous avons quand même un intérêt de repenser nos lois et les compétences des collectivités territoriales. Quel genre de loi vous voyez? Quel genre de loi? Les lois régissant les collectivités territoriales. Donc il faut revoir le cadre réglementaire des collectivités territoriales. Dans quel sens? Dans la partie compétences, c'est-à-dire les différentes compétences, l'attribution de différentes compétences. Au regard des différents changements actuels. Maintenir en fait et renforcer les décrets-lois qui organisant les différentes agences qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre des politiques de développement territorial, avec des programmes quand même, avec des résultats et des chiffres escomptés. Et surtout, je pense que là, il faut prendre très au sérieux la question de la contractualisation, parce qu'elle est le levier pour accélérer le processus de régionalisation. Si dans le document de la Cour des comptes, on parle de pratiquement 0 contrat-programme, c'est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, l'État, à un moment donné, revient derrière pour dire qu'il faut qu'on puisse d'abord évaluer ces contrats-programmes avant de continuer. Or, le processus, il ne faut pas l'arrêter. Il faut le modifier, il faut trouver les différents instruments pour le maintenir, pour l'améliorer, mais pas l'arrêter, à mon avis. Troisième élément, à mon sens, qui est important, la question de la convergence. Il faut mettre en place les instruments pour réussir cette convergence. Parce qu'il est facile de parler de convergence. Il est facile dans les débats, dans les discours, de parler de convergence. Mais comment mettre en place cette convergence réellement dans les territoires, dans les liens entre les territoires et les institutions? Et là, à mon avis, il faut donner ça à une institution, à une structure ad hoc. Une autre structure. Oui, une structure qui n'est pas interministérielle,
ad hoc avec des spécialistes pour justement sortir avec un plan d'action très, très clair qui permet de dire qui fait quoi, par rapport à quelle temporalité, et en prenant en compte les usages que nous avons déjà faits de la deuxième phase de la régionalisation. Si le document du PDR ne peut pas se faire sur une année, il faut repenser peut-être le document. On peut repenser peut-être l'approche participative dans la mise en œuvre de ces documents constitutionnels. Donc il y a matière en fait à débattre. Et puis, peut-être, si j'ose dire, la question de la péréquation aujourd'hui, la péréquation territoriale, et notamment fiscale et financière, qu'en est-il de cette péréquation? Comment en fait la réussir dans le temps long de la construction des territoires? Beaucoup de recommandations. Beaucoup de choses. Je vais finir avec Asman Fahim. En complément, bien sûr, à toutes ces recommandations listées par Tarek Hartib. En complément et en supposant, bien sûr, que le cadre institutionnel demeure tel qu'il est aujourd'hui, moi, je pense que les principaux leviers sur lesquels on peut éventuellement jouer, c'est qu'il faut réduire l'inflation des projets, je ne dirais pas irréalisables, mais je préfère encore avoir ou faire un focus sur des programmes qui sont réalisables et qui sont à hauteur des capacités institutionnelles et financières de chacun, que de venir avec une flopée ou une banque de projets qui, on sait clairement, ne sera pas réalisée, du moins pas dans le mandat futur. Deuxième élément, et je pense incontournable, c'est la question de la généralisation des indicateurs territoriaux. Donc, c'est ce que je disais par rapport au référentiel. Oui. Il y a eu des initiatives, on a d'ailleurs travaillé un certain nombre de documents dans ce sens avec différents institutionnels. Je ne dis pas que la réflexion n'est pas là, elle est là, c'est juste qu'il faudrait généraliser justement ce référentiel par institution, par structure et par espace. Et donc du coup, pour pouvoir justement faciliter la question, comme je disais, de la déclinaison des stratégies nationales au niveau local. Et le dernier point, à mon sens, c'est la question des compétences. On l'a rappelé un certain nombre de fois. Je sais que c'est une exigence qui revient tout le temps. Tarek parlait de la péréquation également, mais c'est ce combo, si vous voulez, ressources humaines au niveau territorial, en plus, bien sûr, d'une bonne péréquation qui permet justement de garantir, comme je disais, les minima en termes d'équipement et d'infrastructures de base au niveau local, qui va permettre justement d'avoir, pas un Maroc à plusieurs vitesses, mais au moins une base commune à toutes les collectivités et à tous les espaces. Et tout le travail, si vous voulez, sectoriel vient ensuite. C'est comme ça que je vois les choses, du moins. Il faut préparer le terrain. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, Asman Fahim, économiste expert en développement territorial. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir aux côtés de Tarek Hartib, également expert et spécialiste des politiques territoriales de développement. Merci encore une fois, Tarek Hartib. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée.